Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors bonjour, cette semaine à Indépendance financière et hypothèque, j'ai eu le privilège de discuter avec Geoffroy Boucher, qui est économiste à l'Observatoire québécois sur les inégalités. Okay, c'est une discussion qu'on a eue ensemble, 40 minutes, je lui ai posé quelques questions. L'idée, c'est qu'on parle souvent d'accumuler un patrimoine sur le podcast. Je crois que c'est important, même que je crois qu'on n'a pas le choix maintenant. Aujourd'hui, la classe moyenne, on est en danger de perdre notre pouvoir d'achat et de se faire écraser par les milliardaires, par les ultra-riches. Et une façon de se protéger de ça, c'est d'accumuler soi-même son petit patrimoine de quelques centaines de milliers de dollars, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. J'ai invité Geoffroy Boucher pour nous parler justement des inégalités de richesse. Lui est économiste et connaît bien la question, donc je vais vous faire jouer ça très bientôt. Vous allez voir dans notre conversation, à un certain point, on parle qu'il y a des inégalités dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui a accès au crédit. Moi, ma perception que c'est pas tout le monde qui a accès au crédit est un petit peu différente là, de ce qui est mentionné là, par l'étude. Selon moi, il y a trop d'accès au crédit. Ceux qui n'ont pas accès au crédit, je pense que c'est pour une bonne raison. Ça va leur nuire plus que d'autres choses d'y avoir accès. Et je dirais même qu'il faut faire très attention, surtout quand on va utiliser le crédit pour la consommation, qui devrait être un gros drapeau rouge. Et le crédit va nous aider lorsqu'on va être capable de l'utiliser pour peut-être acheter notre résidence principale. Oui, acheter un actif qui va garder sa valeur, puis peut-être pour investir, mais tout ce qui est endettement pour la consommation va plutôt nous appauvrir. Donc, pour moi, l'accès au crédit, les inégalités d'accès au crédit, c'est pas tout à fait un enjeu selon moi. Mais bon, évidemment, il y a place au débat. Puis, voilà, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on en parle durant notre discussion avec M. Boucher. Donc, avant de faire jouer notre discussion, je vous parle rapidement du Club Privilège. Si vous voulez avoir un courriel par mois, être en contact avec moi une fois par mois, j'envoie un courriel. Et puis, ce courriel-là, si vous répondez à la question, vous donne la chance de gagner un beau prix à chaque mois. Et puis, il y a des informations sur l'actualité, sur les hypothèques. Donc, ça vous garde un petit peu au courant des enjeux. Puis, ça vous fait réfléchir un peu peut-être sur votre hypothèque selon la question qui est posée à tous les mois. Ensuite, moi, je suis là pour parler de stratégie hypothécaire. Est-ce que vous avez une stratégie hypothécaire autre que juste j'ai pris une hypothèque pour acheter une maison puis je la rembourse sur 25 ans? Ça, c'est une stratégie, oui, mais vous savez qu'il y a d'autres façons de voir l'endettement, il y a d'autres façons de voir notre hypothèque résidentielle pour peut-être nous aider dans nos finances personnelles. Si vous voulez savoir quelle stratégie hypothécaire est la meilleure dans votre situation, c'est super facile avec moi. On fonctionne, on fait un appel initial ensemble. On regarde dans votre situation, puis à la fin, je peux vous dire, selon moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais à votre place en termes de stratégie hypothécaire. Ensuite, si on a une transaction à faire ensemble, un refinancement, je peux accompagner dans l'exécution. Donc, en gros, c'est ça, faire affaire avec moi. Je voulais le mentionner. Et c'est tout. Je vous laisse donc avec le contenu principal de l'épisode aujourd'hui, c'est-à-dire ma conversation avec M. Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités. Bonne écoute. OK, bienvenue à Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, pour discuter d'un sujet qui touche tout le monde, mais dont on parle peu, les inégalités de patrimoine. Bonjour, Geoffroy.
Bonjour Frédéric. Vraiment content de vous avoir sur l'émission aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que je pense que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des inégalités de richesse, expliquer peut-être certains concepts de base, puis comment que on est affecté, nous, monsieur, madame, tout le monde, dans notre quotidien. Commençons par vous présenter à nos auditeurs. Donc, quel est votre parcours comme économiste? Oui, ben comme vous l'avez dit, là, moi je suis économiste de formation. J'ai fait mon bac à l'Université Laval à Québec, puis ma maîtrise à London School of Economics au Royaume-Uni. Puis quand j'étais là, je me suis fait recruter. Là, il y avait une campagne de recrutement pour le programme avancé d'analyse de politique du gouvernement du Canada. Donc, à mon retour au pays, je suis allé dans la région d'Ottawa là, pour travailler au gouvernement du Canada. J'ai fait plusieurs ministères. Ça faisait partie là, de ce programme-là. Donc, le ministère des Finances, le secrétariat du Conseil du Trésor, le bureau du Conseil privé, là, qui est un peu le ministère du Premier ministre. J'ai également été Emploi et Développement social Canada. Puis par la suite, là, j'ai été embauché comme économiste principal à Finance Canada. J'y ai été pendant des périodes particulièrement intenses, là, notamment durant la pandémie. Donc, moi, tout ce que je m'occupais là, des politiques sociales, tout ce qui est PCU, PCRE, soutien aux revenus des particuliers durant la pandémie, c'est un dossier là, qui m'a beaucoup occupé. Un peu plus tard, là, je me suis penché sur d'autres développements de politique, là, comme le programme pan-canadien de services de garde éducatif. Puis à un moment donné, je suis parti en congé parental et j'ai décidé de ne pas retourner au gouvernement. Puis je me suis tourné vers l'Observatoire québécois des inégalités. Je trouvais que c'était important d'amener un peu plus de connaissances, d'alimenter la discussion publique sur les inégalités. C'est un thème qui a déjà été bien présent dans le discours public au Québec. Peut-être plus dans les années 70, 80, je sentais que depuis le début des années 2000, c'était une question qui était un peu moins présente. Puis je voulais contribuer à ramener cette question-là au cœur du débat. Merci pour la présentation. Parlant de l'Observatoire québécois des inégalités, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Quelle est sa mission concrète? Oui, la mission de l'Observatoire, c'est de mobiliser, démocratiser des connaissances sur différentes formes d'inégalité au Québec. Donc, c'est assez large, là. On a 5 axes prioritaires pour notre recherche. D'abord, les inégalités économiques. Donc, on parle d'inégalités de revenus, de consommation, d'inégalités de patrimoine, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi des inégalités sociales de santé, des inégalités en matière d'éducation, de changement climatique, aussi en lien avec les besoins essentiels, là, l'alimentation, le logement, le transport. Donc, c'est assez vaste. On mène des projets de recherche, mais une part importante de notre mission, c'est le transfert de connaissances, vulgariser ces connaissances-là. Donc, on réalise beaucoup d'infographies, on tourne des vidéos, on fait beaucoup de présentations dans les cégeps, les universités. On est présent dans les médias également pour parler d'inégalité, puis dont dans des balados et des podcasts comme le vôtre. Excellent, excellent. Donc, je pense que c'est un organisme à but non lucratif, c'est ça? Oui, exactement. Puis, on est aussi là, un organisme de bienfaisance. Là, donc, OK. il y a une part de nos revenus qui provient de dons, là, et quand même minime. Mais sinon, là, c'est principalement des mandats de recherche qui nous sont confiés par des organisations de la société civile ou des ministères, comme le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, par exemple. Puis on mène ces projets de recherche-là et ensuite, ben, on assure la diffusion des connaissances. Super. Donc, ben, exactement, ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est justement diffuser, regarder des concepts de base sur les inégalités. Évidemment, il y a tout plein de sortes d'inégalités dans notre société. Étant donné, moi, on va parler beaucoup sur l'émission, justement, d'accumuler un patrimoine. Moi, je dis souvent, on n'a plus le choix d'accumuler son patrimoine si on veut se protéger des inégalités de richesse, parce que plus qu'on va, si on n'accumule rien, on s'appauvrit par le fait que
le pouvoir d'achat diminue. Bon, si on revient à la base, est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre le travail et le capital? Donc, Ben, peut-être tout à différence entre l'inégalité de revenus et l'inégalité de patrimoine. Oui, ben tout à fait. Là, tu sais, ces concepts-là là, de travail et de revenus découlant du capital sont assez centrales là, dans l'œuvre là, de l'économiste français Thomas Piketty. C'est lui, disons, qui a attiré l'attention vers ces notions-là là, disons, dans le débat économique plus contemporain. Donc, ça fait la distinction entre ce qu'on gagne en travaillant versus ce qu'on tire de la propriété. Donc, des revenus de placement, des revenus liés à des immeubles qu'on possède, des loyers qui nous sont versés ou des revenus d'entreprise. Puis le constat principal que fait Thomas Piketty, c'est que dans les économies développées, le rendement sur le capital est en moyenne plus élevé que l'augmentation des revenus de travail. Donc, les gens qui possèdent déjà de la richesse vont voir leur richesse croître beaucoup plus rapidement que les personnes qui dépendent de leur travail comme principale source de revenus. Donc, ce que dit Piketty, c'est qu'avec le temps, là, si on ne change rien, ben, les inégalités vont se creuser et la part du revenu qui va revenir aux détenteurs de capital va augmenter, alors que la part du revenu qui va aller aux travailleurs va stagner ou va diminuer. Donc, puis plus largement que la question du travail, là, on peut vraiment bien distinguer le concept de revenu et le concept de patrimoine. Tu sais, le revenu, c'est un flux. Le patrimoine, c'est un stock. Donc, le revenu, c'est ce qu'on gagne. Le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Ça peut être des actifs financiers comme de l'argent à la banque, des investissements, une police d'assurance vie, par exemple, ou des actifs non financiers comme une maison, des immeubles, justement, à logement, un véhicule, des droits d'auteur. Et ensuite, on retire les dettes. Donc, on peut retirer les hypothèques, des prêts qu'on a obtenus, les montants sur les cartes de crédit. Et le patrimoine, ce que c'est finalement, c'est le montant d'argent qui resterait à quelqu'un si cette personne liquidait tous ses actifs financiers et non financiers et s'acquittait de toutes ses dettes. Et ce qu'on voit, c'est que cette valeur nette-là, ce patrimoine, est très mal réparti dans la société et encore moins bien réparti que le revenu. Au Québec, là, en général, les personnes qui font partie du groupe des 10 les plus riches captent à peu près 25 du revenu après impôt, donc après redistribution par le système fiscal et les transferts gouvernementaux. Puis les 40 les plus pauvres aussi captent à peu près ça, là, 25 du revenu. Donc, le groupe intermédiaire des 50 là, va capter également l'autre moitié du revenu. Mais pour le patrimoine, les 10 les plus riches captent la moitié de la valeur nette, donc la moitié de la richesse accumulée. Et le 40 le plus pauvre, c'est seulement 4 Donc, c'est une part là, très, très faible là, du patrimoine, de la richesse qui est captée par le 40 le plus pauvre. Puis, Et j'ajouterais... oui. Ah oui, vas-y. Ben, justement, là, la répartition, si on regarde la répartition en ce moment versus, est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire récente où est-ce que la répartition était meilleure? Est-ce que aujourd'hui, la répartition versus avant, est-ce que ça l'a empiré? Oui, ben ça, c'est une réponse qui est difficile à donner parce qu'on n'a pas des bonnes données sur le patrimoine au Québec et au Canada. Notre principale source de données, c'est l'enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada, qui est une source de données qui a été critiquée par plusieurs chercheurs, plusieurs organisations aussi de la société, notamment le directeur parlementaire du budget à Ottawa, parce qu'il y a un enjeu de sous-représentation et de sous-déclaration des familles avec un patrimoine très élevé. Donc, ces gens-là ne participent pas beaucoup à cette enquête-là et lorsqu'elles y participent, sous-déclarent la valeur de ce qu'elles possèdent.
Si bien que si on compare les données de l'enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada et d'autres sources de données, comme les fameux palmarès là, de milliardaires que font le Forbes Magazine et d'autres, ben, on voit des différences très marquées. Là. Dans les données de Statistique Canada, en 2023, le patrimoine le plus élevé au Canada détenu par une famille, c'était 38 millions de dollars. Mais si on regarde la liste des milliardaires de Forbes, c'était 73 milliards de dollars. Pas millions, milliards. Donc, on a une fortune là, qui est 2000 fois plus importante que ce qu'on retrouve dans les données de l'enquête sur la sécurité financière. En plus, ben, l'ESF, c'est pas une enquête qui est régulière. La dernière qu'on a, c'est 2023, mais avant, ça remontait à 2019. Et la plus vieille qu'on a, c'est 1999. Et donc, c'est difficile pour moi de te parler de tendance. OK. On peut regarder ailleurs, par exemple. En France, ils ont des meilleures données que nous sur le patrimoine parce qu'ils ils ont un certain impôt là, sur la valeur nette. Et donc, puisqu'ils l'imposent, ben, ils doivent évaluer la valeur nette des familles, des ménages en France. Et là, c'est là qu'on peut voir effectivement dans les données historiques là, qu'il y a une accélération des inégalités de patrimoine. Donc, le patrimoine est de plus en plus réparti inégalement dans la société entre les mains là, d'une minorité d'individus. Oui. Je comprends que avoir ces informations-là, c'est difficile parce que comme on n'impose pas la richesse, c'est pas statistiquement calculé précisément en ce moment. Par contre, à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Québec, du Canada, dans d'autres pays, peut-être en Europe, on a quand même des bonnes indications. Puis c'est vrai qu'on peut entendre parler des palmarès Forbes ou en France, je pense Challenge, qui est discuté beaucoup, où on peut évaluer la fortune des familles les plus riches. Donc, on comprend que malheureusement, depuis peut-être les années 80, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais lu dans le livre de Thomas Piketty, c'est on avait, dans les années 70-80, une répartition qui était meilleure que celle qu'on a malheureusement aujourd'hui. Tout à fait, là. Puis, tu sais, ça, c'est ce qu'on observe en France, c'est ce qu'on observe dans la plupart des pays développés. Malheureusement, si on veut la situation au Québec, comme je te disais, les données ne permettent pas, mais si on regarde du côté des inégalités de revenus, on a des meilleures données parce qu'on impose le revenu, c'est tout à fait ce qu'on voit là. Il y a une diminution des inégalités de revenus dans les années 70-80, puis à partir des années 90, là, les inégalités ont commencé à se creuser à nouveau pour atteindre là, un plateau, là, un niveau assez élevé durant les années 2000. Donc, effectivement, c'est ce genre de phénomène-là qu'on observe. Ça l'explique peut-être pourquoi qu'on entend beaucoup plus parler justement des inégalités de revenus lorsqu'on en entend parler, parce que peut-être qu'on a des données plus fiables. Mais on a quand même des raisons de suspecter que les inégalités de patrimoine sont au minimum autant ou plus que ce qu'il y a du côté des inégalités de revenus. Oui, bien, ça, on peut tout à fait l'attester, là, que le patrimoine est réparti là, de manière plus inégale, de manière moins égale dans la société. Là. Comme je disais tout à l'heure, c'est le 10 le plus riche qui possède la moitié de la richesse au Québec et le 40 le plus pauvre qui partage 4 OK. Parlons maintenant des impacts directs. On peut parler peut-être au Québec du pouvoir d'achat. Donc, je pourrais poser la question, est-ce que le pouvoir d'achat des Québécois a diminué dans les dernières années? Bien, ça dépend de la période étudiée. Là. C'est quoi les dernières années? Nous, on a fait l'an passé une série d'études sur les classes moyennes au Québec et au Canada. Et on voit que sur une période de 50 ans, il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat au sein de la classe moyenne. C'est notamment dû au fait que les familles travaillent davantage. Il y a davantage de revenus par ménage aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Et là, si on regarde une période un peu plus serrée, là, disons depuis la pandémie,
Ben là, on a vu là qu'il y a eu une augmentation, une forte hausse du coût de la vie. Et si on regarde la moyenne, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat parce qu'il y a eu des hausses de revenus qui ont suivi cette inflation-là. Par contre, il faut regarder un peu plus le détail de ça, puis comment cette hausse de revenus-là est répartie dans la société. Et là, ce qu'on voit, c'est que la hausse de revenus a été principalement captée au sommet de la distribution. Et donc, au cinquième quintile, là, le 20 le plus riche, depuis 2020, on a vu au Québec le revenu des ménages après impôt passer de 140 000 à 210 000 en moyenne, alors que pour les deux premiers quintiles de revenus, le revenu, il a stagné, voire diminué pour le premier quintile. Donc, si on regarde la moyenne, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat, mais si on regarde comment ces hausses de revenus-là ont été réparties dans la société, bien là, c'est là qu'on voit que les inégalités se creusent. Est-ce que c'est pas problématique, ça, de regarder la moyenne, justement, puis est-ce que ça fausse complètement le débat de dire ah ben non, le pouvoir d'achat n'a pas diminué si on regarde la moyenne. Ben Alors oui, que c'est pour ça pour que les 50%, même les 80%, les moins riches de la population, en réalité, c'est peut-être pas ça qui est arrivé, là. Oui, ben c'est pour ça que c'est ce qu'on fait, ce qu'on tâche de faire à l'Observatoire, là, apporter un éclairage peut-être différent là, sur les données qui sont présentées dans le débat public. On tâche de faire une espèce d'analyse un peu différenciée en fonction de certains groupes de la population, en fonction des groupes de revenus, des groupes de patrimoine, en fonction du genre aussi, en fonction du niveau d'éducation, du statut d'immigration. Là, quand on pousse cette analyse-là, ben, on voit que, disons que ça apporte tout un éclairage très différent là, sur les phénomènes sociaux qui font souvent l'objet là, de commentaires là, dans le débat public. Puis selon vous, est-ce que c'est seulement les 50%, disons, qui ont le moins de richesse dans la société qui sont en danger ou même ça va un petit peu plus haut, là? Est-ce que la classe moyenne, même ceux qui font partie du 60 à 90% des plus riches, est-ce que dans leur cas, c'est dangereux pour eux aussi? Oui. Ben, ce qui est intéressant de voir avec les inégalités de patrimoine, c'est que plus on monte en haut au sommet de la distribution, plus on voit que les inégalités sont exacerbées. Fait que même au sein du groupe là, du 1% le plus riche, par exemple, au Québec, ben, l'écart, là, les disparités de richesse là, sont très, très fortes. Là. Donc, plus on monte le 0,1%, le 0,01%, le plus riche, on voit que les ressources sont dispares. Il y a une plus grande variabilité, disons, dans le partage de ces ressources-là. Puis, tu sais, à la question, bon, c'est qui est affecté par les inégalités de patrimoine, je dirais que c'est pas mal tout le monde, en fait, parce qu'il y a un lien très clair à faire entre les inégalités de richesse puis la stabilité économique d'un État. Plus les ressources sont réparties entre les mains d'un moins grand nombre de personnes, plus ces personnes-là sont incitées à faire des investissements à haut risque. Et ces investissements à haut risque-là créent des espèces de bulles et quand elles éclatent, bien, ça éclabousse l'ensemble de l'économie, pas seulement les personnes qui se sont investies dans des investissements à haut risque. Là, tout le monde reçoit les effets négatifs lorsqu'il y a une crise économique qui arrive, et en particulier les personnes là, qui ont moins de ressources, les personnes moins nanties sont les premières à perdre un emploi, sont les premières à subir les contre-coups. Et donc, si on répartit un peu mieux la richesse dans la société, on risque d'atténuer ces risques de crise économique-là. Et il y a aussi un lien à faire avec les inégalités de pouvoir. Souvent, les personnes les plus riches sont non seulement les plus riches, mais sont celles qui détiennent le plus de pouvoir dans la société, donc le plus de capacité d'influencer les politiques publiques.
Et donc, on peut regarder un peu ce qui se passe là au sud de la frontière pour avoir des exemples assez flagrants de ça. Puis je rajouterais que ces inégalités de patrimoine-là finissent par limiter notre capacité collective à faire face à des grands défis. Le Québec, le Canada, les sociétés développées, on a tous des grands défis à relever, notamment le vieillissement de la population, les changements climatiques, la crise du logement. Et tout ça nécessite des ressources collectives pour y faire face. Mais si les ressources sont de plus en plus accaparées au sein des mains, entre les mains là, d'un petit groupe de personnes, ben, c'est des ressources qui ne sont pas à notre portée collectivement pour faire face à ces défis de société. Très clair, merci. J'ai vu donc justement, sur le site de l'Observatoire québécois sur les inégalités, qu'on avait des études qui ont été faites récemment, une en particulier à propos de l'endettement. Oui. Celle-là m'intéresse particulièrement parce que, bon, moi, sur indépendance financière et hypothèque, je parle souvent de l'endettement. J'encourage les gens à, ne pas utiliser l'endettement pour la consommation et deux, peut-être éventuellement même l'utiliser pour l'investissement. Et puis là, ce que je vois dans cette étude-là parle un peu de cet aspect-là. Qu'est-ce que l'étude, donc avril 2024, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette étude-là puis du constat des résultats? Oui. Bien, le constat, c'est que l'endettement peut être un moteur d'inégalité. Tout d'abord parce que l'endettement, souvent, on en a un portrait très négatif, disons, dans les médias ou dans le débat public. Mais comme tu l'as nommé, l'endettement, c'est un levier d'enrichissement là, très, très important. Si on pense, par exemple, au prêt hypothécaire, c'est le principal levier d'enrichissement des ménages au Québec et au Canada. Et donc, ça peut être très puissant pour constituer un patrimoine. Ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui a le même accès à l'endettement. En fait, il y a certaines catégories de la population qui font face à davantage de refus de crédit. C'est le cas des personnes à faible revenu. C'est aussi le cas des personnes immigrantes. Et lorsqu'elles obtiennent du crédit, ben, c'est souvent dans des conditions beaucoup moins favorables que le reste de la population, donc avec des taux d'intérêt très élevés. Et donc, il y a une partie de la population qui n'a pas accès à ce levier d'enrichissement qui est l'endettement. Et peu importe là, les conditions auxquelles on obtient là, le crédit, c'est vrai qu'un endettement peut quand même se transformer en fardeau. S'il y a des changements dans la situation personnelle de l'emprunteur, une perte d'emploi, un problème de santé, ou juste dans la conjoncture économique. Là, on a vu récemment là, des hausses de taux d'intérêt là, qui ont été particulièrement importantes. Et là, c'est là que cette espèce de levier d'enrichissement-là peut se transformer en fardeau et créer là, toute une spirale de difficultés financières parce que, bon, souvent, les personnes qui vont s'endetter en raison d'une perte d'emploi ou en raison d'un problème de santé, c'est elles qui vont avoir le plus de difficultés à rembourser leurs prêts. Et là, s'ensuit une série là, de problématiques qui peuvent en découler, notamment sur la santé. Dans cette étude-là qu'on a faite l'an passé, en fait, il y a 2 ans, là, on fait un lien très clair là, entre l'endettement et les problèmes de santé. Donc, c'est clair que l'endettement, là, c'est un vecteur d'inégalité. Est-ce que un lien entre l'endettement puis un problème de santé, est-ce que c'est lié au stress? Ouais, le principal facteur qui agit, là, c'est vraiment l'endettement va causer un stress et le stress, c'est un facteur aggravant pour toutes sortes de problèmes de santé. Là, on peut penser à des maladies cardiovasculaires, là, mais il y a toutes sortes de problèmes de santé chroniques qui sont aggravés par le stress. Donc là, par exemple, on a une diminution de revenus parce qu'on a un problème de santé. Donc, on s'endette,
Mais là, cet endettement-là génère du stress qui aggrave notre problème de santé. Donc, c'est là qu'on voit là, cette espèce de spirale de difficultés financières qui peuvent en découler. Je comprends. La paix financière, ça reste une des premières étapes dans un cheminement. C'est important, notre fonds d'urgence, avoir un coussin, justement, ne pas aller utiliser l'endettement pour la consommation. Tout ça nous emmène à une certaine paix financière, puis on se protège, justement, je pense, d'un problème de santé, d'un problème éventuel. Dans un monde où est-ce que, justement, c'est difficile d'avoir des soins de santé, que de plus en plus, ça prend de l'argent pour se soigner. C'est ça. OK, on le voit avec ces études-là. Merci. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde? Donc, qui commence, quelqu'un qui termine ses études, qui commence à travailler, est-ce que présentement, puis là, je vous amène un peu à parler d'héritage, puis de mérite versus privilège. Donc, selon vous, est-ce que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde? Qu'est-ce qui est sorti de votre dernier rapport sur les héritages et l'impact sur les inégalités? Oui. Ben, tu sais, c'est ça, on parle d'inégalité de patrimoine là, depuis tantôt, mais il y a aussi la question de la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre. Puis, dans une étude qu'on a publiée récemment, là, on s'est penché sur la question des héritages. Premier constat qu'on fait, c'est loin d'être la majorité des gens qui héritent au Québec. En fait, là, c'est 30% des familles qui ont quelqu'un qui a hérité au moins une fois dans sa vie. Et là, si on analyse un peu plus en détail, on voit que la proportion augmente. Les chances d'avoir hérité augmentent beaucoup si on fait partie des plus riches de la société. Donc, si on regarde le 40%, le moins nanti, ben, c'est seulement une famille sur 5 qui va avoir reçu un héritage dans sa vie. Mais si on regarde parmi les 10% les plus riches, ben, c'est 1 sur 2 qui va avoir reçu un héritage. Donc, beaucoup plus de chances d'hériter, mais les montants aussi sont beaucoup plus importants. Si on regarde au 10e décile, par exemple, on a un montant d'héritage moyen de 3 000 $. Si on regarde au 9e décile, ben, on est à 800 000 $. Donc, les héritages peuvent contribuer à la transmission intergénérationnelle de ces inégalités-là. Puis, par contre, c'est important de noter qu'il y a un héritage pour quelqu'un qui a un très faible patrimoine, ça peut avoir un impact important. Même si c'est un montant modeste, 3 000 $, hériter de 3 000 $ lorsqu'on n'a pas de patrimoine, lorsqu'on n'a pas accumulé d'actifs, ça peut être une part importante, là, justement, de notre patrimoine qui est constitué ainsi. Mais ce que les études démontrent, c'est que l'effet positif tend à être temporaire chez les familles, mais il y a moins nantis parce qu'ils vont consommer plus rapidement l'héritage reçu, alors que les familles déjà bien nanties, elles vont investir cet héritage-là. Et là, on revient à la discussion du départ et l'observation de Thomas Piketty, que le rendement sur le capital dans la société en général est plus élevé que la croissance économique ou que la croissance des salaires. Et donc, lorsque un certain capital est transmis de génération en génération, il va tendre à croître et cette croissance-là va s'accélérer, alors que les personnes qui n'ont pas la chance de recevoir de patrimoine ou des montants très modestes ne réussiront pas à tirer leur épingle. Intéressant. Oui, moi, sur indépendance financière et hypothèque, je dis souvent, je veux aider à ce qu'on parte de zéro. Partir de zéro, ça veut dire quoi? Souvent, ça veut dire partir que personne ne nous a donné justement quelque chose en héritage. De toute façon, souvent à 20 ans, ou lorsqu'on commence notre vie financière, ben, peut-être les héritages arrivent plus tard. Donc, de toute façon, on a avantage à commencer par nous-mêmes, à accumuler notre patrimoine, partir de zéro, accumuler notre 1, 2, 3 millions de dollars, si on est capable justement d'aller à l'école, aller travailler, puis dégager un profit de notre salaire.
Mais reste qu'il faut garder en tête que, oui, lorsqu'on se compare aux autres, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas qui ont peut-être déjà leur premier 2, 3, 400, 500 000 soit qui s'en viennent bientôt, donc ils ont l'aide un petit peu même pendant leur vivant de leur famille, qui vont les aider à bien démarrer tout ça. Ça reste un enjeu important, l'héritage, la transmission du patrimoine. Ce qui m'amène un peu, peut-être en dernier segment de l'émission aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de fiscalité, justice fiscale. J'ai, dans une émission précédente, parlé de la taxe Zuckman. Ouais. Est-ce que vous pourriez me parler de la taxe Zuckman, ce que vous connaissez de cette taxe-là? Oui, ben en fait, c'est une proposition qui est faite par l'économiste français là, Gabriel Zucman. Donc, c'est un débat actuellement là, dans la société française. Puis, l'idée de cette taxe-là, c'est de cibler là, les milliardaires. Donc, on parle d'environ 3000 personnes et de leur imposer un impôt de 2% par an de la valeur totale de leur patrimoine. Donc, patrimoine, on en parlait tout à l'heure, les actions, les investissements, l'immobilier, le patrimoine détenu dans les entreprises. Mais ça, c'est seulement si ces milliardaires-là n'ont pas payé suffisamment d'impôts sur le revenu. Parce que, puis on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que les personnes très, très bien nantis ont toutes sortes de moyens là, de réduire leur impôt sur le revenu. Tout d'abord, ben, souvent, les revenus qui découlent du patrimoine sont imposés de manière moindre là, que les revenus qui découlent du travail. C'est le cas au Canada, notamment, là, avec le taux d'inclusion des gains en capital qui est seulement de 50 alors que les revenus de travail, là, le taux d'inclusion est 100 là. Chaque dollar gagné dans le cadre d'un emploi doit être inscrit dans le rapport d'impôt. Ce n'est pas le cas pour les revenus qui découlent du capital. Parlant du gain en capital, là, moi, je le vois beaucoup, ça, en finances personnelles. Toutes les stratégies, justement, d'enrichissement vont parler de, OK, lorsqu'on investit, on va viser le gain en capital parce que, en réalité, c'est ça qui nous fait augmenter notre revenu, le gain en capital sur notre résidence principale, par exemple, où est-ce qu'on a une exonération complète parce que c'est notre résidence principale. Lorsqu'on vend une petite entreprise, c'est correct, c'est quelque chose qui encourage les PME, justement, qui encourage les propriétaires à démarrer des entreprises. Mais c'est le nerf de la guerre, là, sauf qu'à des hautes sphères, où est-ce qu'on est rendu pas seulement à des centaines de milliers de dollars, mais où est-ce qu'on a des millions de dollars. Lorsqu'on fait 1 million de dollars en gain en capital, 2 millions, 4 millions dans notre année en gain en capital, bien là, ça en a juste la moitié qui est imposée. Moi, je trouve qu'à ces niveaux-là, ça fait plus de sens, tu sais, qu'on a juste la moitié qui est imposée, parce que ça fait partie du modèle d'affaires. Ouais. Puis souvent, tu sais, il va y avoir un discours dans la société que, bon, ben ces personnes-là, très nantis, ils ont travaillé très fort pour obtenir là, cette richesse-là. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est que l'éducatrice de CPE qui assure la sécurité, puis le développement d'une dizaine d'enfants chaque jour, la préposée aux bénéficiaires qui donne des soins à 30, à 40, à 50 personnes aînées par jour pour s'assurer qu'elles vivent dans la dignité. Ils ne travaillent pas moins fort, là, mais elles, 100% de leurs revenus, puisqu'ils découlent du travail, doit être inclus dans leur rapport d'impôt, pas 50% comme c'est le cas pour les gains en capital. Et lorsqu'on monte dans la distribution de revenus, en fait, la part des revenus qui proviennent de la rémunération, des salaires, diminue beaucoup, là. Pour le 1% le plus riche au Québec, c'est seulement 44% des revenus qui proviennent des salaires. Et si on monte au 0,1%, on est moins du tiers. Donc, les principaux revenus découlent du capital et c'est seulement 50% qui est tenu en compte pour les fins de l'impôt.
Donc, tout ça, ben, ça peut contribuer à creuser justement les inégalités de patrimoine, les inégalités de richesse dans la société. Donc oui, Taxe Zuckman, c'était pour imposer les patrimoines de 100 millions d'euros et plus. Malheureusement, ça a été refusé, mais ce n'est que partie remise. Moi, je suis convaincu que dans le futur, on va avoir des taxes. Là, on va se mettre à calculer les patrimoines parce qu'il y a tout plein de façons. Justement, les gains non réalisés aussi. Hein? Les entrepreneurs, ils ne vendent pas leur action d'entreprise pour ne pas avoir à déclarer un gain, justement, même. Puis là, à ce moment-là, il y a 0 d'impôt qui est fait, mais ta richesse, elle, continue d'augmenter sans être imposée, juste parce que ce n'est pas un gain qui est réalisé, mais ça t'amène quand même des avantages d'avoir les actions de ton entreprise qui augmentent de cette façon-là. Tu peux emprunter, tu peux mettre ça en collatéral, même si ça n'a jamais été imposé, puis là, continuer à justement augmenter ton patrimoine, augmenter ton pouvoir, puis influencer les politiciens, etc. Bon. Pour conclure, donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de notre conversation aujourd'hui? Bien, tout d'abord, je pense que la base, parce qu'on en parle peu au Québec, là, c'est que le patrimoine, la richesse est encore moins bien distribué que le revenu dans la société. C'est là le nœud de la guerre quand on parle d'inégalité économique. C'est dans ce que les personnes ou les familles possèdent. C'est pas dans ce qu'elles gagnent au cours d'une année. Puis je serais d'accord avec vous qu'il y a un certain espoir là, parce que, bon, ben, tu sais, il y a des économistes partout à travers le monde là, qui discutent de ce dont on a discuté aujourd'hui et qui se rendent compte là, qu'il y a une problématique, une accélération des inégalités. Puis il y a toutes sortes d'initiatives au sein de l'OCDE qui regroupent là, les pays, les économies les plus développées. On se penche sur les questions de taxation de la richesse. Au G20, l'an passé, il y a une proposition là, d'impôt minimal mondial, justement, pour pas que les personnes plus riches déplacent leur avoir ou déplacent leurs revenus pour échapper à l'impôt. C'est sûr qu'avec la nouvelle administration américaine, certaines de ces initiatives-là, disons, ont été mises sur pause, mais ça va revenir parce que la question est centrale. La question de la répartition des ressources dans la société est super intéressante, intéresse beaucoup d'économistes. Et donc, je crois que si la société, si les citoyens, les personnes demandent plus de justice fiscale, ça va finir par arriver. Oui, c'est ce que je souhaite aussi et c'est l'idée de notre conversation aujourd'hui, de partager ces informations-là. Où est-ce que nos auditeurs peuvent en apprendre plus sur votre travail ou suivre ce que vous faites à l'Observatoire québécois des inégalités? Oui, bien, sur notre site web, là, observatoiredesinégalités.com, on a toutes nos recherches. Là, on a une 50aine de rapports de recherche à notre actif qui est disponible. On a également une infolette, donc dès qu'il y a une nouvelle analyse, une nouvelle recherche qui est produite, c'est diffusé. Puis sinon, on peut nous suivre là, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Puis on diffuse là, beaucoup de contenu vulgarisé, justement, des vidéos ou des infographies pour rendre ces connaissances-là digestes et que la société puisse ensuite en tirer les conclusions qu'elle souhaite et faire ses propres débats. Excellent. Donc, merci, M. Boucher, pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, merci pour ce que vous faites avec, justement, comme travail avec l'Observatoire québécois des inégalités. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!